Économie et société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. Simon-Pierre Savard-Tremblay avec vous pour la prochaine heure. Alors aujourd'hui, le cosmopolitisme. Quelles sont les conséquences sur... tout d'abord, qu'est-ce que c'est le cosmopolitisme? C'est un mot qu'on utilise parfois à toutes les sauces. Est-ce que ça renvoie à l'idée d'un gouvernement mondial qui est un vieux rêve, qui est un vieux projet, notamment lors de l'essor de la mondialisation dans les années 90, on nous disait que c'était certain qu'il y avait une citoyenneté mondiale qui est en train de se définir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On va en parler avec le professeur Joseph Yvon-Thériault, professeur en sociologie politique au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, dans un bref instant, mais tout d'abord la chronique Actualité avec Amélie Gamache. Amélie Gamache, bonjour. Bonjour. Alors, grosse semaine la semaine dernière, a commencé par ce caucus du Parti québécois qui en a arraché l'an dernier là, aux élections. Là. Oui, un peu. On sait qu'il a passé de 28 députés à 10, donc il est devenu la deuxième opposition. Eh bien, ces 10 députés-là étaient à Saint-Agathe-des-Monts la semaine passée, mercredi, jeudi, donc pour un caucus, une préparation pour la rentrée parlementaire. Il n'y a pas de bilan de la campagne électorale qui semble avoir coulé, en tout cas dans les médias, malgré la mauvais résultat. Le chef parlementaire a répété que les bilans se font en privé, les propositions seront en public, donc on ne sait pas trop ce qui s'est dit à ce sujet-là. Ils ont quand même parlé de la tenue d'un congrès, de la course à la direction, encore là, peu de détails. Ils ont aussi discuté de quelles seront les conditions de leur appui au projet de loi sur la laïcité de l'État, entre autres, qui est dans les cartons de l'équipe Legault, là, on le sait. Il y en a certains qui ont appelé à annuler, en tout cas de plus demander la cause grand-père. On sait la cause qui donne un espèce de droit acquis là, à ceux qui auraient déjà des signes. On a aussi parlé de rehausser l'âge légal pour consommer du cannabis de 18 à 21 ans. On sait que le PQ estime qu'il s'agit d'une mesure populiste. Bref, il veut des consultations plus larges. On voit quand même déjà qu'il y a une stratégie qui semble se dessiner là pour les prochaines élections, parce que tout de suite après le caucus, le chef intérimaire, là, M. Bérubé, a beaucoup parlé des gens sur les régions. On veut vraiment miser sur les régions. C'est là que vient la majorité des députés qui restent. Et il a répété là qu'il entendait la frustration des gens qui vivent dans les régions, qu'il écoute les problèmes. Donc, on peut voir déjà qu'il va beaucoup biaisé là-dessus. Et sur les aînés, le PQ propose entre autres 3 mesures là pour valoriser le travail des aînés. Ça, on en a parlé la dernière semaine. Entre autres, que les gens de 65 ans ou plus ne cessent de cotiser au régime des rentes. Et petit moment d'amitié aussi. Il y a le chef du bloc, Yves-François Blanchet, qui a pris la parole. On a dit là qu'il faut rassembler les troupes. Donc, il semble avoir un réchauffement là entre le bloc et le PQ là aussi qui avait été un petit peu plus froid là, du temps de Martine Ouellette. Hein. Oui, puis d'ailleurs, si Yves-François Blanchet cherche des candidats, il y en a beaucoup qui n'ont plus de job dans les anciens députés péquistes depuis octobre dernier. J'imagine qu'il y a des conversations en cours, en effet. Exactement. Sinon, ambiance électorale à Ottawa, justement, vous avez fait une belle transition en parlant du bloc. Ben oui, c'est ça. Donc il y avait plusieurs caucus cette semaine. Le premier ministre Trudeau, entre autres, vendredi soir, qui était à Québec. Là, il y avait le congrès du Parti libéral. On voit déjà que ça va être la guerre entre les libéraux et Andrew Scheer. Ils sont déjà en mode attaque. Donc Trudeau s'est attaqué aux conservateurs. Il a accusé le chef du parti de vouloir signer n'importe quel accord là à propos j'allais dire l'ALENA là, mais maintenant c'est rendu l'AUMC. Il a dénoncé les propositions des conservateurs contre les baisses d'impôts. Bref, c'est vraiment l'attaque. Ceci dit, M. Trudeau a aussi fermé la porte à ce que Québec récupère la perception des impôts. On sait que c'est une demande que Legault a fait la semaine passée. Il a aussi rejeté la possibilité de commander un deuxième navire ravitailleur. Il y en a qui disaient c'est pas la Davy qui a eu contre ça. Mais Andrew Scheer a répliqué. Lui aussi, il s'est mis à attaquer. Il a dit que les Canadiens n'avaient pas les moyens de reporter les libéraux de Justin Trudeau au pouvoir. Donc, il a surtout parlé des hausses d'impôts. Il a attaqué le déficit. Donc, on voit quand même déjà beaucoup là, la guerre qui se dessine de ce côté-là. Et d'ailleurs, le ministre du Développement économique libéral, lui, qui a dit là que Andrew Scheer réduirait les services, les plus riches vont bénéficier de réduction d'impôts. Bref, c'est la guerre entre les deux. C'est normal, on va en entendre beaucoup parler. Hein. Québec va être un champ de bataille lors de la prochaine élection. Là. Les chefs conservateurs et libéraux l'ont bien compris. Un qui semble moins l'avoir compris, c'est le chef néo-démocrate qui a toujours pas parlé à François Legault. On s'entend que là, il y a son élection là, le 25 février qui s'en vient, donc il se concentre là-dessus. On imagine qu'il va le rencontrer par la suite. S'il est élu, bien entendu, aux États-Unis. Ça brasse encore aux États-Unis, mais il y a une petite... on pensait qu'il y avait une petite accalmie avec la fin du shutdown, mais Roger Stone, qui est arrêté, qui est un proche de Donald Trump. Ben oui,
l'ex-ami, l'ex-conseiller, parce que j'allais dire l'ex-ami, peut-être l'ami et l'ex-conseiller de Donald Trump qui a été arrêté vendredi. Donc, c'est pour le rôle qu'il aurait joué là, dans la publication par Wikileaks des courriels piratés lors de la campagne électorale de 2016. Évidemment, il a rejeté toutes les accusations, mais il va quand même devoir répondre à 6 chefs d'accusation, obstruction à une procédure officielle, subordination de témoins, fausse déclaration. Donc, lui, il a dit que les accusations étaient mensongères. D'ailleurs, c'était assez, je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais c'était assez impressionnant là, la façon dont les forces policières sont débarquées chez lui, là, lourdement armées. D'ailleurs, il s'est plaint de ça. Là, 17 voitures, ils ont terrorisé ma femme. Lui, il trouve que c'était un petit peu, je cherche un terme français, mais overkill, qu'il avait juste à demander d'être présenté, ça serait présenté. Donc, bref, ça va continuer de faire jaser. Et en effet, le vendredi, comme vous disiez, là, il y a eu la fin du shutdown officiellement. Là, c'est jusqu'au 15 février, faut souligner. Là, c'est pas un fin officiel. Monsieur Trump, là, d'ailleurs, bien souligné qu'il pourrait utiliser ses pouvoirs spéciaux là, pour pouvoir obliger la construction du mur. Là. Donc, il menace déjà de recourir aux mesures d'urgence si jamais le 15 février, c'est pas réglé. Donc, il voulait être certain de les faire travailler le soir de la Saint-Valentin, puis après ça, on remet ça en arrêt le lendemain. Ah oui, c'est Melania Trump qui lui a demandé de faire ça. Oui, probablement. Oui. Sinon, oui, allez-y. Sinon, si on continue dans le monde, crise au Venezuela, qui a beaucoup fait parler aussi. On sait que le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, là, Juan Guaido, s'est déclaré président par intérim à la place de Nicolas Maduro. Maduro, là, dont son élection est bien contestée, non reconnue d'ailleurs par une bonne partie de la communauté internationale. Plusieurs pays, là, dès que M. Guaido a déclaré ça, l'ont reconnu. Donc, on parle des États-Unis, du Canada, entre autres. D'ailleurs, Maduro, qui est encore officiellement président, là, a aussitôt rompu les liens diplomatiques avec Washington. Le Conseil européen, donc tous les 28 États membres de l'Union européenne, ont aussi salué l'arrivée de M. Guaido à la tête du pays. Par contre, il y a le Mexique, la Bolivie, le Cuba, la Russie et la Chine qui appuient toujours le président en exercice Maduro. Évidemment, la Russie, ils ont toujours été proches là, depuis les années 2000. Il y a toujours un rapprochement dans le temps que c'était Chavez, donc ça, c'est pas étonnant. La question est qui va contrôler l'armée, c'est ça qui va être la grosse question. Pour le moment, elle est toujours fidèle à Maduro. Ceci dit, on a proposé d'accorder une amnistie aux militaires qui refuseraient de reconnaître le nouveau mandat. Donc là, il va y avoir une petite guerre entre les deux. Là. Pour le moment, il y a juste 27 militaires qui se sont soulevés là, très brièvement dans la semaine. Il y a plusieurs pays, dont le Canada, entre autres, là, qui ont réclamé des nouvelles élections. Donc, on va voir ce qui va se passer. On a donné 8 jours là, cette fin de semaine. Maduro a bien sûr rejeté l'ultimatum. Donc, cette semaine, il y a énormément de manifestations qui sont prévues. Ça va brasser dans le coin là-bas. Là. Et pour clore ce bilan de la semaine passée, conflit Chine-Canada et renvoi de l'ambassadeur. Ben oui, l'ambassadeur, M. John Callan, s'est fait remercier, n'est-ce pas, à la suite, on sait qu'il y a eu une petite guerre là, entre la Chine et puis le Canada. Là, la directrice financière de Huawei, Mme Meng Wanzhou, qui a été arrêtée à Vancouver à la demande de Washington. Donc, normalement, on sait qu'un ambassadeur doit quand même avoir un minimum de pas de secret, là, mais il parle pas beaucoup, bref, normalement. Et mais là, il a affirmé qu'il y avait des bons arguments à faire valoir contre son extradition aux États-Unis. Les États-Unis là, qui demandent l'extradition de la dame en question. Évidemment, ça n'a pas passé. Ni Scheer ni Trudeau ont apprécié le fait que M. McCallum en discute publiquement. Il a fait ses commentaires mardi soir, donc. Et le lendemain, il en a remis. Il a avancé que du point de vue du Canada, eh bien, si les États-Unis abandonnaient la demande d'extradition, ce serait bien pour le Canada. Donc là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Trudeau a demandé à son ambassadeur de démissionner et il a accepté sa démission samedi. Pour terminer, Amélie Gamache, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Des caucus. Il y a le caucus de la CAQ, entre autres, les élus de la CAQ qui vont être à Gatineau d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, Conseil des ministres. Et il y a aussi QS qui va être en caucus mercredi. Québec solidaire, donc, oui, Québec solidaire. On sait que la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, c'est le 5 février, donc ça se prépare pour ça. Sinon, on va probablement avoir des nouvelles sur le fameux discours de l'État de l'Union de Trump, qui était initialement prévenu le 29 janvier. Nancy Pelosi, la dame des démocrates, avait demandé que ce soit reporté. Trump avait accepté de ne pas le faire tant que la paralysie partielle aurait lieu. Là, ça s'est levé, mais on n'a toujours pas de nouvelle date. Là, donc, j'imagine que la date va être connue cette semaine. Là. Sinon, autre chose qu'on va savoir cette semaine, c'est le sort du plan B de Theresa May pour le Brexit. Donc, on sait que c'est demain, en fait, qu'ils vont voter sur le fameux plan B que Mme May a présenté la semaine dernière.
avec plusieurs amendements. Donc, ils vont passer toute la journée là-dessus. Et un dernier vote qui va avoir lieu, celui-là, le 30 janvier. Donc, c'est deux candidats qui sont en liste pour être chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. M. Ghislain Picard, là, qui a pour le moment, et c'est lui qui est en fonction, et a quand même un fort appui là, par rapport à l'ancien chef de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean, M. Gilbert Dominique. Merci à Amélie Gamache. C'était la chronique Actualité d'Amélie Gamache. Vous êtes toujours à Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay et mon invité du jour, Joseph Yvon-Thériault, à qui on va souhaiter la bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Joseph Yvon-Thériault, qui est professeur de sociologie sur le bord de la retraite selon les mauvaises langues. Confirmez-vous ou infirmez-vous les rumeurs? Oui, tout à fait. J'ai annoncé officiellement que j'allais prendre ma retraite au printemps et d'ailleurs le livre qui sur le cosmopolitisme, ce sont les leçons, mes dernières leçons comme professeur. Donc c'est votre testament intellectuel? C'est mon testament intellectuel. Professoral, à tout le monde. Ouais, du moins, c'est mon dernier cours oui. que j'avais, que depuis une quinzaine d'années, je formulais de façon différente, etc. Oui. Et donc, l'an dernier, j'ai dit, je vais mettre sur papier la dernière version de ce cours pour le rendre disponible à un public un peu plus large que mes étudiants. Donc, un séminaire de maîtrise, de doctorat, c'est ça? C'est un séminaire d'études supérieures, oui, principalement de maîtrise, mais avec certains étudiants de doctorat qui pouvaient y suivre. Mais que vous avez rendu, comme vous le dites, accessible aux non-initiés également. Oui, c'est-à-dire que, mais de toute façon, un cours, il y a une dimension pédagogique, c'est pas un essai scientifique pur, dans le sens qu'un cours, c'est une leçon qui veut mettre sur table un ensemble d'enjeux particuliers, qui n'est pas totalement une prise de position politique. D'ailleurs, dans mon introduction traite de ça, elle s'appelle « Faire la leçon » ou « Donner la leçon », c'est-à-dire, est-ce que faire un cours, est-ce que c'est aussi donner une leçon, dans le sens de donner une leçon politique, une leçon normative, Je dis, une sociologie politique, mais n'importe quelle science humaine ne peut pas se dégager complètement de faire la leçon, mais en même temps, un cours, ce n'est pas faire la leçon. Un cours, c'est de donner des hypothèses, de mettre sur table l'ensemble des discussions sur un sujet particulier, et ce sujet, c'était le cosmopolitisme. Là-dessus, je suis comme vous, moi-même, quand je suis en charge de cours, je préfère toujours l'option de la compréhension plutôt que le par cœur, donc là-dessus, je suis comme vous. Alors, allons-y tout d'abord, cosmopolitisme, avant de faire la genèse, de faire l'histoire de ce concept-là, qui remonte même à une époque qu'on pourrait dire pré-politique, si on peut dire. Qu'est-ce que c'est, ce mot-là? Qu'est-ce que ça signifie? Le mot, il vient directement du grec, qui veut dire cosmos, l'ordre du monde, l'univers, et d'autre part, politique, politesse, politéia, polis, qui renvoie à la cité. Et donc, littéralement, ça veut dire citoyen du monde, parce que les Grecs, quand ils référaient à la cité politique, ils référaient à un ordre de gouvernement démocratique. Et donc, l'idée du cosmopolitisme, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer un gouvernement... mais les Grecs avaient littéralement leur cité, très souvent repliée sur elle-même. Oui, mais le cosmopolitisme était une critique de la cité chez les Grecs, dans le sens que quand on disait « je suis citoyen du monde », on disait aussi « je ne suis pas dépendant du lieu d'où je suis né, je ne suis pas dépendant de mon ethnie, je ne suis pas dépendant de ma cité ». Et c'est pour ça d'ailleurs que le cosmopolitisme chez les Grecs n'a jamais été une réalité politique. Il a été une réalité, une réflexion philosophique, il a été une intention, mais il ne s'est jamais réalisé, je dirais, on y reviendra, mais je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, où certains vont dire que le cosmopolitisme serait, pour ainsi dire, devenu vrai. Ce qui a ressemblé le plus au cosmopolitisme chez les Grecs, c'est l'Empire. Alexandre le Grand qui a voulu créer un empire, mais l'Empire se distingue du cosmopolitisme par le fait qu'il n'est pas démocratique, dans le sens que c'est une domination d'un groupe particulier sur les autres, même si l'Empire a des traits de respecter la différence, etc. Donc, cosmopolitisme, ça veut dire citoyen du monde, mais ça veut dire aussi aimer l'étrangeté. Dans le sens que tout le discours aujourd'hui sur la diversité, souvent on dit que c'est un discours cosmopolitique. Parce que là, ce n'est pas nécessairement la dimension politique qui est mise de l'avant, mais la dimension plus sociale, plus diversité, en disant on est dans un monde cosmopolitique parce qu'on est dans un monde de profonde diversité. Mais
vous parlez de l'Empire qui ne peut pas être confondu avec le cosmopolitisme et de toutes les histoires, tous les processus qu'on a appelés de mondialisation, qu'on pense aux grandes découvertes, qu'on pense à la seconde mondialisation suivant la révolution industrielle, qu'on pense à la troisième mondialisation dans laquelle nous sommes en ce moment. Il y a toujours eu une grande puissance pour la diriger. Ben, écoutez, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire que effectivement, quand je dis le cosmopolitisme a toujours été dans l'histoire de l'humanité une intention, une philosophie plus qu'une réalité, mais ce qui lui ressemble le plus, c'est l'Empire. Hein, comme vous le dites, l'Empire, c'est avec une grande puissance. Mais il y a deux choses qui rejoignent le cosmopolitisme comme projet, comme proposition philosophique et politique et l'Empire. C'est que l'Empire propose la paix. Hein? Le Pax Romana, l'Empire romain disait, moi je soumets des peuples, mais je leur assure la paix. Et donc, cette paix perpétuelle, elle va revenir dans le monde moderne. Kant va écrire un opuscule qui va s'appeler Histoire de la paix perpétuelle, etc., et qui est un peu le pamphlet par excellence du cosmopolitisme moderne. Donc, ou si on prend Montesquieu avec le doux commerce qui unifierait la planète. C'est ça. Donc, l'idée de la paix perpétuelle, que le cosmopolitisme apparaîtrait, et on le verra sur l'Europe aussi. Hein. En Europe, on a créé l'Europe en disant on va assurer la paix. Et le deuxième élément qui est plus socio-culturel aussi, qui fait en sorte que l'Empire, généralement, n'uniformise pas son territoire. Hein. L'Empire joue à la différence. L'Empire ottoman, on donne souvent comme exemple, avait des groupes, elle reconnaissait les Grecs, elle reconnaissait les populations de langue arabe, même les chrétiens, même les juifs, etc. Mais dans la hiérarchie, il y avait une hiérarchie de cette différence. On n'est pas dans une société d'individus, alors que le cosmopolitisme voudrait assurer la paix, reconnaître la différence, mais à travers un processus d'une humanité qui serait celle des modernes, qui est une humanité semblable sur toute la planète. Mais plusieurs en même temps, vous dites on reconnaît les différences, mais c'est ça, certains modèles d'empires coloniaux, par exemple, l'ont reconnu, mais d'autres ont cherché l'assimilation ou même la destruction des populations qui étaient... Oui, mais je dirais que de façon générale, c'est les empires modernes qui ont pensé l'assimilation, parce que les empires modernes ont quelque chose que les empires traditionnels n'avaient pas, ce qui était l'idée de l'universelle humanité. Et dans le sens que quand l'Empire français en Afrique décide d'assimiler les Africains, elle le fait au nom de la civilisation, au nom d'une civilisation et au nom d'une humanité qui est pareille partout. Vous parliez donc le lien avec la démocratie que vous faisiez. Est-ce que la communauté particulière, qu'on dira peut-être de manière anachronique, nationale, est-ce qu'elle est essentielle à la démocratie au sens où il faut toujours qu'il y ait qu'on s'incarne toujours dans une communauté quand on veut pratiquer un certain type de régime politique? Oui, écoutez, c'est au centre du livre cette question. Hein. Mon intérêt je m'intéresse particulièrement à la démocratie, à la communauté politique et au fonctionnement de quels sont les grands principes de fonctionnement des démocraties. Durant les années 80, ça avait un peu commencé après la Deuxième Guerre mondiale, hein, on a commencé à mettre sur pied des organismes internationaux, l'ONU, des organismes de régulation économique, le Fonds mondial, le Fonds mondial, etc., la Banque mondiale. Et ça s'est accéléré, je dirais, dans les années 80 avec la crise de l'État-nation. Hein. On a dit l'État-nation est terminé. Maintenant, il faut réguler l'économie, il faut réguler le politique au niveau mondial. Et donc, il y a eu cette proposition cosmopolitique. Et des gens ont commencé à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour la démocratie? Un passage à un niveau supérieur de gouvernance, etc. Et c'est
une des premières fois qu'on peut dire dans la pensée politique et sociologique qu'on a commencé à réfléchir sur la communauté politique ou la nation, le réceptacle, le véhicule de la démocratie, en disant, est-ce que la démocratie a besoin d'un véhicule? Et au fait, c'est au cœur de ce livre-là. Je reprends, par exemple, les réponses aux cosmopolitistes de ceux qui disent, oui, la démocratie a besoin d'un véhicule. La démocratie a besoin d'un véhicule parce que le cosmopolitisme qui fonderait un gouvernement sur des macro-organisations internationales, sur des droits internationaux, les droits de l'homme au centre du cosmopolitisme moderne, etc. C'est une dimension très abstraite de la démocratie, et ce qui fait en sorte que la population se sent de moins en moins responsable de son gouvernement. Donc, le monde est trop vaste pour être le lieu d'exercice d'une démocratie substantielle, d'une démocratie réelle, etc. Donc, on a commencé à dire, en plus de ça, la démocratie a besoin d'un espace culturel pour fonctionner, d'un espace où les gens se sentent suffisamment pareils. Non pas que la démocratie a besoin d'être un régime de semblable, mais a besoin d'un univers où il y a un arrière-fond commun qui fait en sorte que on peut être solidaires les uns des autres. On s'aperçoit que les critiques du cosmopolitisme ont dit un monde mondialisé, c'est un monde de désaffiliation et c'est un monde où il n'y a pas de solidarité sociale. Les solidarités, ça se fait au niveau de l'État, ça se construit politiquement par une citoyenneté vraie, une citoyenneté concrète. D'autre part, le dialogue. On oublie souvent, nous les Québécois, on est sensibles à ça, mais un monde cosmopolitique, c'est un monde de Babel, c'est un monde et ça veut dire que les dirigeants ne parlent pas la même langue que le peuple, et où on parle une lingua franca qui est l'anglais, mais donc ça crée encore là une distance par rapport au peuple. Si les nations ont créé des unités linguistiques, c'est en grande partie au moment de la démocratie pour que les rois, puis les dirigeants qui devenaient des dirigeants maintenant, parlaient la même langue que la population, de façon à ce qu'il y ait possiblement un dialogue. Et d'autre part, j'appellerais ça l'agir politique. C'est le sous-titre du livre, mais qui veut dire la démocratie, ce n'est pas uniquement une question de droit, c'est pas une question de délibération seulement. C'est ça, mais c'est pas uniquement ça. C'est aussi une question d'action politique. C'est aussi une question d'agir. Et ça veut dire agir politiquement, ça veut dire faire nous faisons ce que nous croyons bien pour nous. Et quand on dit nous, il faut qu'il y ait un autre. Si on a une politique mondiale, il n'y a plus de nous. Il n'y a plus d'agir politique. Il n'y a qu'une forme de longue bureaucratie, etc. Et donc, ça, c'est les principaux, je dirais, les principales critiques qu'adressent aujourd'hui ce que j'ai appelé les républicains nationalistes au cosmopolitisme. Le cosmopolitisme qui dit c'est une avancée aujourd'hui d'effacer les frontières pour arriver à des régulations politiques et économiques qui sont mondiales. La grande réponse, c'est de dire, mais en faisant ça, vous désaffiliez les individus. Et j'en traite pas directement, mais en cours, je l'énumère à quelques reprises. Là. Le populisme, actuellement, est une réaction on veut réincarner ça dans la communauté nationale et culturelle, même. Soit étroitement culturelle, même. Ben c'est ça, c'est-à-dire que un des enjeux, et c'est là que la démocratie joue, là, je dirais que le populisme est une réponse au cosmopolitisme, en disant on veut une population qui se sent pas entendue, qui ne se sent plus dans ces grandes organisations, puis dans des élites qui sont cosmopolites et eux vivent dans des réalités substantielles. Mais par rapport à la démocratie, des figures autoritaires et non pas qui sont pas dans la radicalisation de la démocratie qui incarnent cette révolte. Oui, c'est ça. C'est que le populisme, par opposition, s'oppose au cosmopolitisme, mais reprend du cosmopolitisme, d'une certaine façon, la critique des institutions de la démocratie. Et quand on disait tout à l'heure que la démocratie avait besoin d'un véhicule, qu'elle avait besoin d'un espace national, etc., souvent le populisme oublie cette dimension institutionnelle de la démocratie en incarnant la politique dans un individu, en incarnant la politique dans la contre-démocratie, c'est-à-dire dans la protestation, et non pas dans l'agir politique qui, là, demande des institutions politiques et
demande des partis politiques, demande des délibérations politiques. Donc, c'est comme si on considérait qu'on était tellement dans un état d'urgence qu'il fallait un pouvoir fort, ne serait-ce que temporairement, pour casser les intérêts particuliers qui auraient fait main basse au détriment de l'intérêt général. Oui, je pense que le cosmopolitisme est beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il répond à une crise, mais il répond d'une certaine façon aussi à une polarisation du politique actuellement, où d'un côté, tu as cette réaction presque viscérale à la proposition cosmopolitique, puis à la cosmopolitisation du monde, et d'autre côté, t'as des gens qui défendent la cosmopolitisation du monde ou le cosmopolitisme réel comme le progrès démocratique par excellence, en disant s'il y a pas de si vous acceptez pas ça, vous n'êtes pas dans le progrès démocratique. Et restez avec nous après cette petite intermède musicale, c'est la chronique Marché du travail. Alors, c'est donc l'heure de la chronique Marché du travail avec Nicolas Lessard, consultant en ressources humaines, qui va nous parler aujourd'hui du milieu communautaire. Alors, Nicolas Lessard, bonjour. Bonjour, Simon-Pierre. Alors, un emploi dans le secteur de l'action communautaire, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. La semaine dernière, en fait, j'ai lu un article d'Amélie Gamache, votre chroniqueuse d'actualité, qui portait sur la pénurie de main-d'œuvre. Et qui est écrit également dans le journal Métro, précisons-le, pour ceux qui souhaiteraient lire l'article auquel vous faites référence. Oui, effectivement. Je n'ai pas la date exacte, mais c'était dans le journal Métro. Un article qui portait sur la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur communautaire dans l'Est de Montréal. Et puis, ça m'a donné envie de faire une chronique sur le sujet. Alors, on n'entend pas souvent parler des emplois dans le secteur communautaire, mais pourtant, il y a plein d'opportunités enrichissantes, à la fois humainement et professionnellement. Bref, donc en fait, le secteur communautaire au Québec, c'est environ 4 000 organismes autonomes, 60 000 employés et 425 000 bénévoles qui répondent à une panoplie de besoins ou de problèmes sociaux. Bref, le communautaire, ça aide des gens, que ce soit au niveau, par exemple, de l'aide alimentaire, du logement, défense des droits, aider la jeunesse, soutenir l'employabilité, soutenir les nouveaux arrivants, l'environnement. Bref, il y a plein de domaines où l'action communautaire travaille. L'action communautaire, c'est basé sur la solidarité et l'empowerment, c'est-à-dire d'amener les personnes et les collectivités à développer leur propre autonomie, à se prendre en charge elles-mêmes. Donc ça, c'est, disons, la vue d'ensemble. Mais dites-moi, dans quelle sorte d'emploi est-ce qu'il y a dans le secteur communautaire? Disons, quand monsieur, madame, tout le monde pense au communautaire, on pense surtout à des postes d'intervenants, de coordonnateurs de projets. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi? En effet, le communautaire, c'est beaucoup plus que ça. Sur le site Internet du Comité sectoriel de main-d'œuvre, de l'économie sociale et de l'action communautaire, on parle d'au moins 200 postes différents. Donc, en plus de l'intervention que vous avez mentionnée, il y a tout ce qui est animation, événementiel, comptabilité, informatique, service à la clientèle, l'administration, des postes en éducation et en santé, en communication et bien entendu tout ce qui est poste de gestion, de coordination. Évidemment, j'en passe, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, beaucoup de possibilités, mais ça change quoi de travailler dans le secteur communautaire plutôt, disons, dans le secteur privé ou secteur public? Beaucoup de choses, mais si je résume, je vous dirais que d'abord, aider des gens qui sont dans le besoin, ça a un impact très concret dans leur vie. Quand vous faites de l'aide alimentaire ou de l'aide au logement, par exemple, vous aidez des gens à répondre à leurs besoins les plus fondamentaux qu'on tient si facilement pour acquis dans notre société. Ça donne un sens profondément humain à ce qu'on fait. On fait vraiment une différence dans la vie des gens. Ensuite, contrairement au courant économique de la mondialisation, très axé sur les technologies, qui déshumanisent un peu le travail et où parfois on peut perdre le sens de ce qu'on fait, le communautaire s'est mis sur l'organisation locale, sur la proximité, le contact humain et la relation avec les gens. Il y a quelque chose d'authentique, de vrai, de palpable quand on travaille dans ce secteur-là. Sur le plan professionnel aussi, on peut développer plein de compétences très utiles. La polyvalence, déjà, parce qu'on fait vraiment un peu de tout. La débrouillardise, l'autonomie, l'organisation, l'efficience aussi, c'est-à-dire de gérer plus efficacement ses ressources, temps, argent, ressources humaines, qui souvent sont un peu limitées. Il faut trouver des solutions créatives à ces problèmes pour être capable de faire son travail. Bref, le secteur communautaire, ça permet vraiment une forme de développement professionnel, mais aussi personnel, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans un autre secteur. Par contre, on entend souvent dire que les salaires, par exemple, vont être moins élevés dans ce secteur-là, qu'il va manquer de ressources dans le communautaire. Est-ce que c'est vrai ou c'est un mythe? Je vous dirais que généralement, les salaires sont effectivement un peu sous la moyenne. Et c'est vrai qu'on doit faire beaucoup avec peu. Le communautaire est un secteur qui peut manquer de financement. Évidemment, on dépend de subventions, on dépend également de donateurs. Par contre, généralement, pour compenser, il y a beaucoup plus de vacances et de congés.
l'horaire de travail est plus flexible, puis les dirigeants sont beaucoup plus compréhensifs et accommodants envers les besoins des employés, pour la conciliation travail-famille, par exemple. Dans le communautaire, on travaille dans l'humain, donc pour faire une différence dans la vie de ceux qui reçoivent des services, mais aussi pour offrir une belle expérience aux employés et aux bénévoles qui s'impliquent. Bref, si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel plus humain, d'un nouvel équilibre de travail, vie personnelle, et d'avoir un impact dans la vie des gens sur votre communauté locale, peut-être que travailler dans le communautaire, c'est pour vous. Nicolas Lessard, vous nous faites à chaque fois ces petits conseils ressources humaines qui nous font rire, mais qui sont également utiles. Effectivement, pour rigoler, pour apprendre, un petit conseil RH du jour. Alors, mon conseil de cette semaine, lorsque vous avez une entrevue, elle commence dès que vous entrez dans le bâtiment. Vous savez jamais sur qui vous allez tomber ou s'il y a des caméras de surveillance. Bref, vous devez toujours agir comme si vous étiez en entrevue. Donc, je suis sûr que vous avez une anecdote croustillante pour illustrer votre conseil RH. D'habitude, c'est toujours d'origine autobiographique, comme vous nous en faites. Effectivement, c'est souvent inspiré de faits vécus. Alors, je vous raconte mon anecdote. Une fois, j'avais prévu une entrevue à 16h pour un poste de graphiste. L'agence de l'accueil m'appelle à 16h15 pour me dire que le candidat vient d'arriver, il est en retard. Habituellement, je ne le recevrais pas, mais là, on avait vraiment besoin de quelqu'un, donc je l'ai reçu quand même. J'avais déjà commencé autre chose. Alors, je lui ai demandé à mon agente de le faire patienter quelques minutes. Par la suite, je vais le chercher, on fait l'entrevue, le monsieur il est gentil, il a le sens de l'humour, il a toutes les compétences qu'on cherche. Bref, c'était une super belle entrevue. Ma collègue des communications avec qui j'ai fait l'entrevue et moi, on était d'accord pour le prendre. Déjà, il y a anguille sous roche parce qu'on n'était jamais d'accord jusque-là sur aucun candidat. Donc, on s'est dit, on va réfléchir, on va s'en reparler le lendemain. C'était comme trop beau pour être vrai. Puisque j'avais un doute, je vais voir l'agente de l'accueil pour avoir son avis sur le candidat. La madame, complètement excédée, me raconte que le candidat s'était fâché et l'avait engueulé de devoir attendre parce qu'il était pressé et il y avait autre chose à faire. Pendant ce temps-là, il parlait au cellulaire en plus et il criait même après elle alors qu'il y avait plein de clients autour. Bref, le candidat avait été absolument insupportable en plus d'être en retard. Donc le charmant candidat s'est transformé en grenouille. Oui, effectivement, c'est effectivement une très, très belle image. Si j'avais su ça, je l'aurais jamais reçu en entrevue. Vous imaginez un peu le culot? Il est arrivé 15 minutes en retard, puis il est fâché qu'on le fasse attendre. Après ça, il est devenu tout mielleux avec ma collègue et moi parce qu'on le passait en entrevue. Donc, il avait totalement changé d'attitude. Ça a presque marché, en fait, son jeu, parce qu'on était prêt à le prendre. Heureusement que j'ai vérifié. Mais vous imaginez un peu sa première journée de travail, il revient au patron, exemple, ou peu importe, et là, il doit rencontrer sa nouvelle collègue de l'accueil qui l'avait engueulé la fois précédente. Quelle belle façon de commencer un nouveau travail. Comment il aurait agi au jour le jour, ce monsieur-là? Il aurait piqué des crises pour rien? En fait, si j'avais su comment il avait agi, je l'aurais jamais reçu en entrevue. Oui, carrément, oui. Bref, si je finis mon conseil RH du jour, en fait, je reviens. Votre entrevue commence dès que vous entrez dans le bâtiment. Toutes les personnes que vous rencontrez avant et après l'entrevue, ça pourrait être vos futurs collègues de travail, voire même un directeur ou un futur patron. Même si vous réussissez votre entrevue, si vous agissez mal avant ou après, ça pourrait vous coûter un emploi. Donc, quand vous allez passer une entrevue, il faut vraiment donner le meilleur de vous-même en tout temps. Alors, merci Nicolas Lessard pour ces anecdotes cocasses et cette mise au point sur le marché du travail. C'était Nicolas Lessard, chroniqueur marché du travail. Vous êtes toujours à Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. C'est maintenant l'heure de la brève chronique éphéméride avec Benoît Savard qui est au bout du fil, qui nous parle depuis sa résidence à Québec. Benoît Savard, bonjour. Oui, bonjour Simon-Pierre. Alors, c'était donc en 1986, aujourd'hui même, le 28 janvier, l'explosion de la navette spatiale Challenger. Il y a exactement 33 ans, Simon-Pierre, ce jour-ci, une véritable catastrophe qui aurait pu en devenir une permanente, d'ailleurs, pour le programme spatial américain. Heureusement, on a réussi à tourner cette triste page.
73 secondes après son lancement et à vue d'œil à part cela. Donc, ça ne devait pas être loin de la Terre, là, au moment. Effectivement, quand on voit, par exemple, sur les aéroports, quand on voyage, on voit un avion à vue d'œil, puis à un moment donné, bien sûr, il disparaît. Mais là, c'était à vue d'œil. Je me souviens très bien moi-même, lors des bulletins télévisuels du soir, on voyait à vue d'œil l'avion exploser. Pardon, la navette spatiale Challenger, entraînant dans la mort rien de moins que 7 astronautes à bord, dont 2 femmes, et des millions d'Américains sont témoins à ce moment-là, que ce soit à Cap Canaveral ou en direct avec leur téléviseur ou dans les bulletins subséquents, de la plus grande catastrophe, rien de moins évidemment que de l'ère spatiale. On se rappelle notamment de cette anecdote-là parce qu'il y avait dans l'équipage une enseignante et ses élèves regardaient ça en direct. Oui. Et ils étaient venus d'ailleurs pour plusieurs voir le premier vol d'une enseignante, Krista McAuliffe, âgée de 37 ans, et qui avait été choisie quelques années plus tôt parmi quelques 10 000 applicants pour devenir la première astronaute citoyenne ordinaire. Donc elle n'était pas une astronaute professionnelle, elle était une astronaute amateur. Et c'est incroyable parce qu'elle projetait également de donner à bord de la navette spatiale au moins 2 cours qui auraient été retransmis en direct à la télévision à des élèves du monde entier. Donc, bien avant Facebook Live, on a déjà prévu certaines technologies comme ça pour être capable de se rapporter un peu partout dans le monde. Oui, autre programme avant-gardiste en quelque sorte. Et l'un des principaux objectifs, Simon-Pierre, de la mission qui devait durer 6 jours était l'observation de la comète de Halley. Mm-hmm. Et là, on a fini par trouver la cause. Il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied. C'était le froid. Et le froid qui a amené un joint qui a provoqué l'endommagement. Un joint avait été endommagé et il y avait eu fuite directement sur le réservoir d'oxygène et d'hydrogène des 3 moteurs de la navette, d'où l'explosion quasi subite. Après, encore une fois, rien de moins que 73 secondes après le lancement et encore une fois à vue d'œil. Donc là, maintenant, j'imagine qu'on a pris acte de tout ça et qu'on va s'arranger pour que ça ne se produise plus jamais, j'ose espérer. Bien, ce qu'on avait craint à ce moment-là, bien sûr, c'est que les politiciens s'en sont mêlés. On craignait, bien sûr, évidemment, de mettre en suspens de façon très importante, pour pas dire, on a peut-être pas loin de l'abolition, d'ailleurs, des programmes. Il y avait beaucoup de dramatisation, tout ça, évidemment. Et les choses se sont décantées comme le reste. Heureusement, d'ailleurs, depuis ce temps-là, depuis 33 ans, il n'y a jamais eu non seulement d'événements du genre, mais d'événements un tantinet soit peu dramatiques. Le programme, non seulement n'a pas été suspendu, mais s'est développé pour atteindre les stades que l'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Merci, Benoît Savard. Au plaisir, au revoir. Alors, c'était la chronique éphéméride de Benoît Savard. Vous êtes toujours à Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le dernier segment de cette émission avec mon invité du jour, Joseph Yvon-Thériault, professeur bientôt à la retraite du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, auteur du récent livre « 7 leçons sur le cosmopolitisme » publié depuis la semaine dernière aux éditions Québec-Amérique. Alors, Joseph Yvon-Thériault, dans les années 90, la guerre froide est terminée, l'URSS explose, donc on dit maintenant il n'y a qu'un seul modèle d'unification du genre humain, ce sera le modèle capitaliste néolibéral. On nous dit maintenant, puis plusieurs comme Francis Fukuyama nous disent c'est la fin de l'histoire, donc la fin des États-nations. Plusieurs aussi, comme Strobe Talbot, qui est un adjoint de Bill Clinton, nous avait dit à l'époque que ça sera une question de temps avant qu'on arrive à la citoyenneté mondiale. On commence à mettre en place des institutions de gouvernance mondiale, mais d'une certaine façon, on n'est pas allé jusqu'au bout. Parce que pour mettre en place des institutions de gouvernance mondiale, il faut d'abord une légitimité. Il faut qu'on se reconnaisse dans cette communauté-là, comme vous nous l'avez dit dans le premier segment de cette émission. Et il faudrait aussi, idéalement, qu'il y ait un parlement mondial, qu'il puisse y avoir une représentation démocratique pour faire le lien avec la démocratie dont vous avez parlé également dans le premier segment de cette émission. Mais là, ça a plutôt été des instances de gouvernance mondiale avec une légitimité débattue, discutée. Comme on l'a vu, il y avait toujours des grandes manifestations, notamment à chaque sommet de l'Organisation mondiale du commerce, à chaque cycle de rencontres. Et ça a plutôt été le règne des experts, des juristes, des économistes, des commissions particulières, autrement dit, de décisions qui se prennent entre 4 murs. Donc tout ça, c'était ratoureux.
Oui, tout à fait. Mais il faut dire au départ que ce que vous avez décrit un peu comme la proposition néolibérale de l'économie mondiale, de la régulation par le marché, de la régulation par les instances de régulation économique mondiale, etc., c'est pas totalement le projet cosmopolitique, hein, parce que le projet des cosmopolitistes, c'est de donner une instance politique à cette régulation. Certes, ils disent le monde a changé. Le cosmopolitisme est ainsi dire devenu vrai parce que les frontières de l'État se sont affaiblies, le commerce s'est mondialisé, les échanges, les populations voyagent, etc. Les identités sont plus floues et tout ça. Et ils disent maintenant, il faut donner une régulation politique. Les cosmopolitistes contemporains ne rêvent pas d'un gouvernement mondial. Hein. Ils sont conscients qu'il y aurait quelque chose d'assez difficile à concocter. Ils rêvent d'une démocratisation des institutions. Ils rêvent d'un universalisme des droits. Ils rêvent d'un niveau supérieur de régulation politique qu'on ne sait pas trop, mais et donc le prototype le plus exemplaire de ça, c'est l'Europe. Ben justement, l'Europe, il y a un parlement. Il y a des députés donc élus directement par les populations, mais on entend beaucoup plus parler de la Commission européenne qui viendra empiéter sur les choix démocratiques. Mais c'est là le problème de légitimité des instances internationales. Quand on dit le cosmopolitisme a échoué d'une certaine façon, dans les années 2000, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question puis à travailler, je disais le cosmopolitisme a le vent dans les voiles. Tous les élites mondiales étaient en train de dire il nous faut aller vers une régulation puis un gouvernance mondial. L'Europe, c'est le prototype. Aujourd'hui, il y a une crise de l'Europe. Il y a une crise de l'Europe qui est une crise du cosmopolitisme, qui est une crise de légitimité de la politique européenne. Hein? Et effectivement, parce que le Parlement européen, les gens ne se reconnaissent pas dans le Parlement européen. D'une part, le Parlement européen n'a pas de pouvoir politique réel. Hein? Il est un Parlement d'opinion, d'une certaine façon, de conseil à la Commission. Et c'est la Commission. Les États-nations n'ont pas voulu délaisser leur pouvoir. Et donc, c'est la Commission européenne qui organise, et ça devient une commission qu'on a souvent associée à de la bureaucratie. Hein. On dit la techno-bureaucratie de Bruxelles, c'est le pouvoir des technocrates. Mais on peut extrapoler ça au niveau mondial en disant que ce serait un gouvernement mondial si ce n'est pas effectivement le pouvoir des experts, le pouvoir des technocrates. Et c'est dans les faits ce qui s'est avéré. Je pense que c'est la critique la plus dure contre le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme par rapport à la démocratie veut remplacer un gouvernement abstrait de juges, de technocrates. Hein, c'est les juges de l'administration des choses. C'est l'administration des choses. Hein, c'est la Haye qui va remplacer les parlements nationaux et les parlements des États, etc. C'est des grandes organisations. On peut même la société civile mondiale, dont souvent on dit, mais il faudrait, je pense à des travaux comme ceux de David Hale qui disent la société civile devrait être représentée. Qu'est-ce que c'est la représentation au niveau mondial d'une société civile? C'est pas la représentation des élites de la société civile qui sont des technocrates, hein, qui sont des spécialistes de leur champ de vision. Donc, l'idée que la politique demande une affinité, une empathie, un lieu où on se reconnaît dans la parole, etc., c'est très éloigné. Et cette idée-là, donc, on peut dire que les années 2000 ont signé plus l'échec du projet cosmopolitique que sa montée en puissance. Hein. Alors que je pense qu'autour des années 2000, c'était vu de façon progressiste d'être cosmopolite. Mais ce gouvernement, ces instances, disons, de gouvernance par les experts dont vous parlez,
c'était toujours fondé sur l'idée qu'il fallait, sur l'idée d'urgence. Là, aujourd'hui, on nous parle parfois de gouvernement mondial pour répondre à la crise environnementale. On nous a dit longtemps aussi, les peuples, les nationalismes, avec l'expérience hitlérienne au 20e siècle, même si dans les faits, Hitler n'a jamais vraiment été élu démocratiquement, mais le mythe historique est commode, on nous dit toujours raison de plus d'avoir des gouvernements d'experts, parce que les peuples peuvent tomber dans des formes de tribalisme. Oui, c'est l'opposition entre, d'une certaine façon, la passion et la raison aussi. Hein. C'est pas uniquement l'urgence, c'est de dire que la modernité politique, elle est fondée sur le gouvernement par la raison. Et que l'horizon d'un gouvernement par la raison, c'est le gouvernement monde, hein, qui fonctionnera à partir de la raison d'experts, de la raison des rapports d'experts, etc. Et que la passion est quelque chose qui serait traditionnel ou qui renverrait à des choses irrationnelles qui ne devraient pas être partie prenante du politique. Je pense que là, il y a effectivement une limitation de ce qu'a été le politique et ce qu'a été la démocratie. Hein. Quand on dit aux gens, quand la démocratie dit aux gens de s'exprimer, elle ne peut pas limiter l'expression à la rationalité. Elle doit il y a un élément de pathos, il y a un élément d'identification, il y a un élément de passion dans tout discours démocratique. D'ailleurs, dans la mobilisation même, si on n'était pas mobilisé par des passions, on serait un peu ça serait un peu plate comme vit d'ailleurs Francis Fukuyama dans la fin de l'histoire, c'est ce qu'il annonce, hein, en disant un monde où la passion disparaîtrait sera un monde dol, pour employer l'expression anglaise, un monde qui n'aurait plus de volonté d'agir. Et donc, c'est ce retour. Et c'est encore là, on revient donc à la nation, ou plutôt à la communauté politique, en disant, la communauté politique, qui était une communauté restreinte, qui, elle, avait comme mission, effectivement, de réunir la raison, hein, qui gouverne les institutions politiques, et la passion qui gouverne la vie politique, de les réunir à travers des institutions, des dialogues, de la modérer. Et un des dimensions tragiques, si on peut dire, de la cosmopolitisation actuelle du monde, c'est effectivement que ces lieux de médiation, hein, entre la passion et la raison, ils sont en train de disparaître, et il n'y a personne qui les défend d'une certaine façon. Il n'y a plus personne qui défend nos parlements, par exemple, qui étaient ces lieux-là, les partis politiques qui étaient ces lieux-là, les organisations de la société civile. Quand on parle de la société civile, on parle de manifestations un peu directes. Il y a un chapitre dans le livre sur la démocratie radicale, hein, qui dit un peu les protestations sociales de notre époque, surtout campées à gauche, là, c'est un peu le populisme de gauche, on dirait, sont des protestations qui contestent toute médiation politique, voudrait que le politique soit directement le lieu d'affirmation de la parole, d'une parole libre et donc d'une parole presque individuelle, il y aurait l'individu qui porteur de raison et le monde, sans médiation entre lui. Et là, je dis, ben non, il y a quelque chose qui fait en sorte que la politique ne s'exprime pas si elle n'est pas médiatisée par des institutions. Mais donc, si on suit votre portrait, que vous nous dites, le cosmopolitisme n'est pas antidémocratique, il ne prône pas la gouvernance par les experts. Dans ce cas-là, le Canada n'est peut-être pas autant cette création typiquement cosmopolitique qu'on nous présente tout le temps. Parce que le Canada est une des premières zones de libre-échange, un des premiers pays fondés sur un marché commun. Par la suite, c'est un des premiers à adopter ce qu'on pourrait dire le multiculturalisme d'État par le gouvernement des juges. Donc, c'est pas ça le rêve cosmopolitique. Ben, c'est-à-dire que, oui, je dis que c'est pas ça le rêve cosmopolitique, parce que les cosmopolitiques veulent dire on veut politiser à un niveau. Moi, je dis, dans la pratique, ils n'y arrivent pas. Donc, dire le rêve, le cosmopolitisme réellement existant arrive et a une grande dimension impolitique ou non politique. Et donc, il est le responsable de ce qu'on l'accuse, même si eux ne se prétendent pas comme ça, parce que les cosmopolitistes disent non, nous on voudrait, maintenant qu'il y a une mondialisation, il faudrait une politique mondiale. Les républicains nationalistes disent oui, une politique mondiale, mais qui est régulée par des nations, parce que une politique mondiale qui est régulée mondialement sera une politique sera une politique impolitique, sera une politique de bureaucrates, sera une politique d'experts. Le Canada, hein, dans le livre,
je commence la troisième partie du livre, c'est ce que j'appelle des cosmopolitismes pratiqués. L'Europe, les États-Unis, le Canada. Le Canada, c'est un cas assez intéressant, effectivement, parce que je reprends presque pour m'amuser, mais en même temps pour le rendre plus explicite, là, je reprends le philosophe George Grant, qui, dans les années 60, a écrit Lament for a Nation, Lamentation pour une nation, pour décrire l'impossibilité... qui, lui, prédisait que le Canada perdrait sa raison d'être vis-à-vis de son voisin américain. Oui, vis-à-vis. Mais en disant... mais avec une perspective qui est une critique du cosmopolitisme, qui disait... c'était la crise des missiles avec Diefenbaker, et il disait les libéraux veulent se soumettre à l'époque au marché commun nord-américain, puis à la politique militaire américaine, et donc ils se soumettent à la continentalisation, donc ils refusent d'être une nation, ils refusent d'être un véhicule du politique pour se soumettre au mécanisme. Puis il rappelait même, Grant, qui disait, mais au fait, le maître d'œuvre de ça, c'est un fonctionnaire des Nations Unies, c'est Lester Pearson, c'est là qui avait eu le prix Nobel parce qu'il jouait au niveau des Nations Unies, donc il jouait au niveau du monde et non pas au niveau politique. J'ai pris ça parce que c'était la première critique en disant le Canada est impossible, ou le Canada abdique sa souveraineté politique. Mais Grant, c'est l'oncle de Michael Ignatieff. Et Michael Ignatieff, avant de venir au Canada, de revenir au Canada, je veux dire, était considéré... Remarquez, il s'est souvent dit américain dans plusieurs vidéos que les conservateurs à l'époque s'étaient fait un plaisir de ressortir. Et puis la critique qu'on lui faisait, c'est de dire qu'il était un cosmopolitique, qui était venu d'Angleterre, puis des États-Unis, puis qu'il était un grand défenseur des droits de l'homme au niveau de la planète, il était critique du nationalisme. Mais là, il venait d'écrire un livre pour raconter son histoire personnelle, pour montrer qu'il n'était pas un cosmopolite, mais qu'il était un vrai Canadien. Et là, il racontait ses ancêtres, dont son oncle, George Grant, et où il disait qu'il n'était pas d'accord. Mais je reprenais toute cette discussion-là pour montrer que même chez Ignatieff, qui était quelqu'un d'un intellectuel cosmopolitique, il est redevenu après, mais quand il a voulu faire de la politique, il a compris qu'il lui fallait un pays. Et donc, il est revenu à la maison. Mais si ce pays repose sur les mêmes principes. Bon, ce pays, effectivement. Le Canada, c'est un bel exemple parce que le Canada est d'ailleurs, déjà... Paul Martin il parlait de premier pays post-moderne de l'histoire. Oui, et d'ailleurs, cette idée que le Canada n'a pas de tradition, qu'il est un pays post-national, post-moderne, que Trudeau a repris que Justin Trudeau a repris dans une interview au New York Times au moment de son élection, immédiatement. Elle était chez Paul Martin, mais c'est Bono, le chanteur Bono, qui à la convention qui a élu Paul Martin au début des années 2000, là, c'est lui qui est venu et a dit, si j'ai accepté de venir parler à une convention politique, c'est parce que vous, Canadiens, vous êtes les premiers post-modernes du monde. Vous êtes les premiers qui n'ont pas de filiation, qui n'ont pas de lien, qui ne sont plus une nation. Donc, c'est cette idée-là que Ignatieff a repris, que Trudeau a repris. Donc, c'est une idée qui circule beaucoup dans le libéralisme progressiste, on veut. C'est une question importante parce que finalement, mais le Canada, on pourrait dire, il marche pareil, dans le sens que ce n'est pas le Canada n'a pas encore soulevé les protestations populistes qu'on pourrait imaginer. Je ne le traite pas beaucoup dans ce texte parce que je l'avais traité un peu dans Critique de l'américanisme sur la question du Québec. On est effectivement un des seuls endroits au monde où il n'y a rien eu. Il y a Maxime Bernier qui semble comprendre à tout le moins qu'il y a un terrain exploité. Il reste à voir s'il le fera convenablement, mais il semble comprendre à tout le moins qu'il y a quelque chose qui devrait exister, qui devrait occuper ce terrain-là. Oui, mais on peut peut-être dire, c'est une hypothèse un peu rapide, là, mais que c'est la présence du Québec qui a bloqué l'affirmation du populisme à la Harper, et peut-être qu'il va bloquer l'affirmation du populisme à la Scheer, là, dans le sens que
parce que là, on le voit au Canada anglais, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, les provinces de l'Est, les provinces de l'Ouest sont liées à ça. Mais pour revenir au Canada, c'est vrai que le Canada est un des pays qui, par exemple, sa politique étrangère depuis les années 60 est une politique étrangère qui est soumise aux Nations Unies. Quand Jean Chrétien parle, il dit « Moi, je n'irai pas à la guerre d'Irak si les Nations Unies ou si l'ONU ne nous le permettent pas. » Donc, il est en train de dire ce n'est pas au Canada, comme le Canada n'est pas une puissance politique qui peut décider elle-même si elle fait la guerre. Hein? C'est le monde qui fait la guerre. Et donc, c'est un postulat totalement cosmopolitique. Toute la politique canadienne vis-à-vis la non-intervention, les casques bleus, etc., c'est une politique qui fait en sorte que notre politique étrangère, c'est déjà ce que George Grant critiquait dans les années 60 à la politique canadienne, en disant elle est soumise aux experts des Nations Unies. C'est eux qui vont définir l'ordre militaire canadien. Et après les années 60, les différentes traités économiques ont fait qu'au niveau économique, on a soumis aussi, hein, ça, je pense que vous en êtes très conscient, vous, on a soumis le Canada. J'ai creusé un peu la question. Ouais, à des instances de régulation qui n'étaient plus politiques, hein, qui sont des instances autonomes. Et donc, dont les traités. Les traités en soi, c'est une institution supranationale aussi. Ouais. Et donc, l'idée du cosmopolitisme serait de dire on pourrait politiser ces questions-là, mais la question c'est, pour les politiser, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même passer par des lieux politiques qui sont des lieux effectifs de politique, qui sont soit les villes ou soit les nations, mais qui sont des communautés politiques. Justement, la ville, ça, c'est en pleine discussion. On en parle de plus en plus. Le mouvement municipaliste, nous dit-on, ou réapproprions-nous la ville et faisons-en cette institution d'enracinement et de développement de base. Mais pour terminer, Joseph Yvon-Thériault, et rapidement, pourquoi parlez-vous du cosmopolitisme, de l'Amérique comme de la patrie du cosmopolitisme? Ah, mais c'est parce que j'ai traité un chapitre en disant, écoutez, si en Europe, le cosmopolitisme, c'est l'idée de sortir de l'État-nation pour se trouver un autre espace politique. Hein. Donc, la discussion sur le cosmopolitisme est une discussion post-nationale, comme elle est un peu post-nationale au Canada aussi, hein, en disant le cosmopolitisme, c'est la fin de l'État-nation. Il est assez étrange, et là, on voit que le cosmopolitisme est différent, qu'aux États-Unis, le débat sur le cosmopolitisme ne remet jamais en question l'État américain. Hein. Le débat sur le cosmopolitisme est, je dis, terriblement américain, terriblement nationaliste. Ce que les penseurs du cosmopolitisme américain disent, au fait, c'est que depuis toujours, l'Amérique états-unienne est la première société du monde cosmopolite. Hein, elle s'est trouvée, que le chapitre s'appelle d'ailleurs le cosmopolitisme, mais s'est trouvé une patrie. Hein, que l'Amérique serait la quintessence de ce que serait une société cosmopolitiste où les individus arrivent et se fusionnent dans un grand tout sans perdre leurs différences, etc. Hein, David Hollinger, dans Post-Ethnic America, par exemple, va dire aujourd'hui aux États-Unis, il y a plus d'ethnicité ou d'identification ethnique que jamais. Même les Blancs s'identifient, les WAPs, et les groupes qui n'étaient pas avant ça considérés comme des ethniques sont de plus en plus considérés comme des groupes ethniques, mais il existe moins de communautés ethniques. On est italo-américain, mais il n'y a plus de communauté italienne. On est ukrainien-américain, et donc il est en train de dire l'Amérique, elle s'est fondée sur la fusion des différences, et elle est par excellence la communauté cosmopolitique. Ça termine le livre en disant, mais peut-être que le cosmopolitisme, il ne peut fonctionner que s'il a une nation. Ce qui est original comme thèse. Merci Joseph Yvon-Thériault. C'était Joseph Yvon-Thériault, professeur bientôt à la retraite de sociologie politique à l'Université du Québec à Montréal, auteur du livre 7 leçons sur le cosmopolitisme, agir politique et imaginaire démocratique, publié aux éditions Québec-Amérique. On vous invite à vous le procurer comme d'habitude dans une librairie indépendante, et on n'insistera jamais trop là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro de Radio-VM à l'émission Société. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.